ce qu'on suppose être le voyage d'Ulysse, c'était d'abord de vivre une aventure. Il faudrait être bien immodeste pour dire que c'était une odyssée. Le mot est mis à toutes les sauces et il est très dévoyé. D'ailleurs, quand on imagine que parce qu'on traverse en patin à roulettes la Lorraine, on mène une odyssée, on ne va pas tout à fait au bout de la définition du mot. Car d'abord, ça devrait être un retour, et puis émaillé d'aventures effroyables. Donc je ne souhaite à personne, au fond, de vivre une odyssée. L'idée est née de la fréquentation que tu évoquais, que j'ai faite pendant quelques mois, de l'Odyssée dans la traduction précise, et tu vas voir que c'est la réponse précise à ta question, dans la traduction de Victor Bérard. Victor Bérard, ça n'est pas le traducteur qui est le traducteur préféré des érudits et des gens qui connaissent très bien Homère et des grands lettrés, parce qu'il s'était mis en tête de traduire l'Odyssée en alexandrin, en vers à 12 pieds, parfaitement coupé à l'hémistiche, et son obligation de transformer l'hexamètre, le vers à 15 pieds homérique, en vers à 12 pieds classique français, l'obligeait de temps en temps, pour les contraintes de la métrique, de dégager une nymphette ou de se débarrasser de temps en temps. Enfin, il prenait ses libertés avec l'exactitude homérique, et parce qu'il fallait qu'il retombe sur ses 12 pieds. Alors, moi, ça m'a plu parce que j'aime la musique de l'alexandrin, et surtout parce que Victor Bérard, comme tu le sais, mais je le rappelle parce que les jeunes le savent, parce qu'ils aiment Homère et Victor Bérard, mais ceux qui sont de ma génération l'ont oublié. Les 12-17 ans connaissent bien les aventures de Victor Bérard à bord de son bateau. Les 12-17 ans connaissent ça, oui, parce qu'il y a un retour d'Homère dans l'éducation nationale, c'est merveilleux. Non, je dis ça un peu ironiquement parce que on considère que c'est élitiste d'apprendre les affaires gréco-latines aux jeunes élèves, et je trouve ça dommage, toi aussi d'ailleurs, puisque tu l'as même signifié dans un de tes romans que c'était l'un des grands bonheurs qui a enchanté, illuminé et fécondé ton enfance, c'est que tout à coup on te présentait ces aventures, ces histoires qui sont tellement merveilleuses et qui confèrent à la vie un deuxième plan, un plan merveilleux. Alors, je referme cette parenthèse qui te concerne un peu et je reviens à Victor Bérard. Victor Bérard, en 1910, était un peu fou. C'était un esprit très original, très encyclopédique, à la fois lettré, aventurier, scientifique, marin. Il travaillait à l'école navale, il enseignait la géographie à l'école navale. Ouais. Et agrégé d'histoire. Il s'est mis en tête que l'Odyssée d'Homère était en fait un document crypté qui donnait des informations de navigation aux Grecs, lesquelles venaient de la profondeur historique phénicienne qui avait dominé le bassin méditerranéen pendant des siècles, qui avait reculé, qui avait disparu, mais dont il restait les pratiques de navigation. Et l'Odyssée était en fait une sorte de manuel de navigation maritime dont les aventures d'Ulysse n'étaient que la simple prétexte de transcription. Et alors, il s'était armé de cette théorie qui depuis a complètement été battue en brèche et dont les plus érudits disent qu'elle est complètement fantasmagorique, rocambolesque et fantaisiste. Mais armé de cette théorie, en 1910, il s'est dit, je vais retrouver l'exact itinéraire, mètre par mètre, crique par crique, baie par baie, île par île, de l'Odyssée d'Ulysse. Et il s'est mis à composer une cartographie. Tu allais dire vague par vague. Oui, quasiment. Voilà. Mouette par mouette. Voilà. Il a quasiment... Chouette par chouette. Oui, bien sûr. Il a composé une cartographie homérique qui plaçait chaque épisode d'Ulysse dans un point précis du bassin méditerranéen. Quelques exemples: Calypso, Gibraltar, les lotophages qui endorment les marins d'Ulysse avec une espèce de drogue sucrée qui les fait oublier leurs ambitions et leur identité. Ça, c'était Djerba, le Cyclope dans le Vésuve, Éole sur l'île de Stromboli. Enfin voilà, à chaque épisode, il identifier un lieu géographique. Ah, il est très contesté. Hein. Mais très, ça s'appelle la géographie homérique, c'était une thèse, et en fait, lui arrivait à la conclusion de ces localisations géographiques par une espèce de recoupement trigonométrique compliqué entre les courants, le sens des vents, les indications chronologiques. Quand Homère dit qu'il faut 9 jours à Ulysse pour aller de là à là, il faisait une espèce de tambouille mathématique
il agrémentait tous ses calculs des traités de navigation phéniciens, et il a fait cette carte en prétendant qu'elle s'appuyait sur des arguments scientifiques, ce qui était idiot, parce que c'est de la mythologie. Donc on s'en fiche finalement de savoir que c'est ici qu'Ulysse a vécu un épisode avec une sirène. Ce qui est important. Oui, puis on se moquait de lui, parce qu'aller chercher du réel dans un mythe, bon, c'est louable, hein, oui, on alors l'idée. Oui, c'est ça. Alors on se moquait de lui, on l'a ensuite contesté, puisque les études historiographiques ont prouvé que l'Odyssée ne révélait pas ses secrets phéniciens, donc il a été très contesté par l'université, il a été moqué par ses collègues, mais il a inventé, au-delà de sa théorie qui est un peu scabreuse, il a inventé quelque chose de très beau. Et là, c'est la réponse précise à ta question. Il a inventé quelque chose de très beau qu'on pourrait appeler la géographie du merveilleux. C'est-à-dire l'idée qui est éminemment antique, l'idée que le réel qui est sous nos yeux, le pétillement de l'eau, le soleil qui ruisselle sur une falaise, l'impression d'être enveloppé par la mer quand on plonge, ou au contraire d'être dans le gaz quand le vide se creuse sous ses pieds, le vol des bêtes, le vol des oiseaux, les traces des bêtes, le froissement du vent dans le feuillage. Tous ces éléments cosmiques, géographiques, naturels, écosystémiques, toutes ces manifestations, ce spectacle du monde, c'est la manifestation des dieux. C'était ça l'idée de Bérard, et elle est merveilleuse. On n'a pas besoin d'y croire. Mais que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas, comme dit Paul Valéry dans sa petite lettre sur les mythologies. On s'en fiche que ce soit vrai ou pas et que les dieux non, mais ça donne une dimension supplémentaire mais oui, à l'existence. Ça épaissit le monde, ça enrichit la vie et ça fait pétiller et tout d'un coup... Donc c'est ça que tu voulais faire, c'est retrouver, finalement, un peu réhabiliter Bérard quand même, s'y moquer. Et mais ce voyage, quand même, je parlais d'Ithaque tout à l'heure. C'est vrai que pour Ulysse, moi je crois pas à la thèse du retour, parce que tu mets pas des années comme il l'a fait, 10 ans après 10 ans de guerre, 10 ans pour revenir chez toi. Tu t'arrêtes pas chez Circé, tu t'arrêtes pas chez Calypso, tu ne séduis pas autant si tu veux retrouver Pénélope. Mais justement, c'est en cela qu'il est intéressant cet Ulysse. Mais il y a quand même l'idée d'Ithaque. Alors l'Ithaque, elle est peut-être pas géographique aussi, elle est peut-être intérieure. Est-ce que toi, il y avait cette idée-là de retrouver ton Éden personnel à toi, ton Ithaque intérieur, qui pourrait être la Méditerranée aussi, qui est notre berceau à tous? Mais toi, tu dis que tu ne crois pas à la thèse du retour, mais je comprends très bien. Je ne crois pas, je n'ai pas à y croire ou pas, il retourne, il revient. Oui, mais c'est pas l'unique but. Oui, mais quand tu dis je ne crois pas à la thèse du retour, c'est que tu prends le retour comme le motif impérieux et unique de l'Odyssée. Et c'est ce qui a été fait. La lecture commune par les lettrés depuis 2500 ans de l'Odyssée s'appuie sur le thème du retour. Sauf qu'on n'a pas vraiment pu faire autrement, parce que quand on voit cette obstination d'Ulysse à vouloir rentrer chez lui, alors que tout de même les tentations sont quand même pas mal, quand on y pense bien. Une déesse de calibre de Calypso qui lui propose la vie éternelle tout en restant avec elle sur l'île. Oui, mais c'est la vie éternelle avec la même femme. Comment ? C'est la vie éternelle avec la même femme. Et c'est ça qu'Ulysse, puisque tu te souviens, il pleure quand même sur son rocher, etc. Il n'arrive même plus à la désirer. Bien sûr. Elle lui dit viens sur ma couche, etc. Et il a plus du tout envie. Mais voilà, il se dit ça va être ça pour l'éternité si j'accepte. Mais bien sûr, bien sûr, elle lui propose en fait un cauchemar qui est grimé sous le masque de la vie paradisiaque sur l'île déserte. Or finalement, une île déserte avec une créature, c'est le synonyme du néant, quoi. Enfin, c'est l'horreur, parce que une fois qu'on a fait le tour du cocotier et des créatures afférentes, on en a un peu assez, quoi. Enfin, j'imagine. Moi, loin de moi d'ailleurs l'idée d'abonder dans ces propos scabreux tout à fait immoraux sur lesquels nous jeterons un voile pudique. N'empêche qu'il revient. Jamais il n'est tenté. Enfin, si, il l'est, mais toujours, il est plus fort que la tentation. Toujours, il revient à sa femme. Toujours il revient à Pénélope, toujours il revient à la réinstitution de l'ordre, de son père, de son inscription dans la généalogie, dans le pouvoir, dans la géographie. Le lit aussi. Le lit avec l'arbre, l'olivier, tout ce qui est enraciné. Donc évidemment que ensuite tout le monde s'est servi de ça. Ça me semble une pente naturelle en fait, de dire on ne peut voir que le thème du retour là-dedans. Ça arrange tout le monde finalement de dire qu'est-ce qui triomphe? C'est l'ordre, c'est la sagesse,
c'est la c'est la restauration. Le mariage. Bien sûr, voilà. Le mariage, la filiation, la paysannerie aussi. Il revient pour à nouveau faire fructifier son île. L'honnêteté également qui revient. Enfin, tout à coup, l'honnêteté, puisque les prétendants qui ont pris son pouvoir représentent la vilainie, l'impéritie, l'anarchie, la décadence, quoi. Et tout d'un coup, voilà le retour du roi. Alors, ça me semble, moi, tout à fait normal que pendant 2500 ans, on a été d'abord ébloui, et puis on s'est servi de tout cela pour asseoir la grille de lecture d'un retour vers l'ordonnancement. Et donc, Ithac? Alors, oui, non, parce que c'est beau l'idée d'une Ithac. Non, mais moi, c'est pas. Après, oui, il y a tout ce qu'on tire de l'Odyssée. Bah, oui, bien sûr. Moi... Non, mais toi qui voyages beaucoup, parce que peut-être aussi, tu aurais pu te projeter. C'est-à-dire, mais justement. Tu as toujours le besoin de revenir. Est-ce que tu ressens ça d'ailleurs? Est-ce que tu as ce besoin de revenir entre un voyage en Patagonie, voilà, ces voyages en compagnie d'Homère, je ne sais pas quel est le prochain. Est-ce qu'il y a le besoin de se réancrer à chaque fois dans un lieu précis, familial, un foyer, quoi? Mais justement, si Ithac et le thème du retour a tellement résonné en moi et m'a tellement saisi et a provoqué une secousse chez moi, c'est pas uniquement pour les raisons d'éblouissement littéraire, poétique, musical que tout lecteur de l'Odyssée connaît, mais c'est parce que c'est tellement absent de mes préoccupations, le retour. Je suis tellement pas enraciné. J'ai pas de lit, moi, avec un arbre en guise de pied. J'ai pas un jardin. J'ai pas de palais à reconquérir. J'ai l'impression, moi, d'être dans une espèce de circulation permanente. Et je le déplore. J'en suis parfois triste. Moi, je suis plutôt du côté... J'ai parfois l'impression d'être du côté du rhizome. Le rhizome, c'est cette espèce de tubercule qui flotte sur un delta au gré des courants. C'est un plancton, quoi. Alors, qui veut dire racine, pourtant. C'est drôle, parce que rhizome, qui veut dire racine, parce qu'il en a. Il en a, mais elles ne sont pas ancrées. Et il en a qui sont simplement là pour pomper la matière. Donc il pille. Le rhizome, il pille. Alors que le lotus, par exemple, qui donne l'impression comme ça d'être ouvert dans le ciel, sur son radeau de nénuphar, il est enraciné, bon, dans la vase, certes. Mais la vase, c'est la mémoire. Dès qu'on va chercher les racines... Mais c'est la mémoire, la vase. Oui, bien sûr. On tombe souvent dans la vase. Mais c'est normal. Ah, oui. Oui, mais je vois là ton ironie sarcastique. Socratique. Oui, c'est pareil. Non, mais c'est pas parce que la vase, c'est beau, la vase. Moi, je suis pour réhabiliter la vase, parce que la vase, c'est l'accumulation des particules en suspens, et ça crée une stratigraphie très épaisse, un charroi. Enfin, quand on plonge, on aime moins les fonds vaseux. Oui, on n'aime pas la turbidité. Non, oui, la turbidité, très beau, très joli mot. Toi, tu as un esprit limpide. Voilà, ah bah oui, on préfère... Éclairé par le soleil antique. Exactement. Moi, je suis homme du Nord, oui, je viens de la Picardie. Ouais. Et je viens du Havre. Oui, bah alors tu devrais croire c'est trop vaseux, obscur et peut-être. Non, mais pour revenir à ton idée de cette Ithac, moi, l'Ithac me manque. Elle me manque, elle est absente chez moi. Elle est absente. Je la trouve un peu quand même en un endroit qui est l'écriture de mes petits calepins. Moi, tous les jours, depuis 28 ans, chaque jour, je tiens le compte-rendu, et qui n'est adressé qu'à moi-même d'ailleurs, mais de ma journée. Voilà, et ça, c'est mon Ithac, c'est ma langue. Ah oui, et ça, c'est le carnet de... Ça, c'est mon carnet qui... oui. Je les commence et je les date. Celui-là commence le 30 août. Et tu as besoin de fixer... Voilà, j'ai besoin d'une fixation de ce que je vis dans les petits carnets, et c'est le seul endroit où je suis vraiment. C'est ces petits carnets qui ne sont destinés qu'à moi-même, et je pense que l'Ithac, tu l'as évoqué d'ailleurs, elle peut être intérieure, et chez moi, elle est ce truc merveilleux que j'ai rencontré un jour dans ma vie, qu'on peut transformer ce qui a été vécu sur le plan réel, organique, physique, c'est-à-dire une journée qu'on passe, et on peut le transposer sur le plan de l'écriture, sur le plan scriptural, dans un petit calepin, et on s'octroie ainsi deux vies, une vie vécue et une vie écrite. Et tu les relis? Oui, je les relis de temps en temps, mais c'est ma vie, elle est là. Alors, toute la vie, même les choses les plus intimes Ben précisément ça, et des choses qu'on oublie, parce que la mémoire est une espèce de grande machine à sélectionner et à discriminer. La mémoire est discriminante. Donc tu fais le contraire des lotophages, en fait.
Je fais le contraire de l'autophage. J'essaie de peu oublier. Ouais. Et parce que justement, j'ai des propensions, moi, à la divagation, comme ça, puis à la légèreté, à l'éparpillement, c'est l'endroit où je me regroupe, c'est ça. Ouais. C'est l'écriture. Donc ton Itac est là. Voilà. Mon Itac, c'est un calepin. On y est arrivé. Ça a été un peu. Voilà, mais on y est arrivé. C'est un voyage, une odyssée. Chaque question est une. Chaque réponse surtout, parce que les questions. Alors. Sont claires et précises. Alors, oui, quand même, il y a des choses. Tu parlais d'ironie, toi aussi tu l'es, Sylvain, puisque il y a quelques entorses à Bérard dans ce voyage, puisque par exemple, lui, l'île des lotophages, il la plaçait donc à Djerba, parce qu'il y avait des fruits délicieux à Djerba et que tout le monde voulant savoir quels étaient justement ces fruits qui donnaient l'oubli, bah lui il s'est dit là, il y avait une sorte de, je sais plus comment s'appelle ce fruit, dans des sortes de cactus, voilà, ce que Bérard il avait choisi Djerba pour ça, parce qu'il y avait des fruits sublimes. Voilà, toi tu places cette île de l'oubli à Mykonos. Ouais. Mykonos, connu pour ses grandes boîtes de nuit à n'en plus, où la nuit et le jour se confondent. D'ailleurs, c'est des boîtes de jour aussi. Voilà, donc là c'est un peu moquerie vis-à-vis de l'époque aussi. Oui, bah, c'est-à-dire que oui et non d'ailleurs, parce que ironie, pardon, pas moquerie. C'est-à-dire que le loto, les lettrés ensuite ou les lecteurs d'Homère l'ont cherché partout, parce que l'idée qu'il puisse y avoir une terre qui procure une plante qui permette comme ça d'oublier tout, d'oublier tous ces problèmes, donc de s'oublier soi-même, c'est quelque chose qui a beaucoup excité les hommes et qui continue d'ailleurs. Alors moi j'en ai cherché un peu du loto dans ma vie, il y en a partout, il y a de la vodka en Russie, il y a toutes les substances qu'on trouve entre 1000 et 2800 mètres dans l'Himalaya. Enfin, on peut trouver beaucoup de choses. Il y a ce qui se balance, l'opium. Les grelots qui se balancent au bout d'une tige dans les plaines d'Afghanistan. Moi, j'ai beaucoup... je me suis intéressé de manière botanique à tout ça, bien entendu, un intérêt scientifique. Et toutes ces choses-là, c'est ça le loto, c'est ce qui vous permet d'oublier les choses. Sauf que, comme on faisait un film, nous, sur un bateau, nous sommes partis avec une équipe de tournage sur un bateau, il fallait qu'on trouve un endroit où raconter cette histoire. Et avec le réalisateur, à qui je rends d'ailleurs hommage, qui s'appelle Christophe Rella, qui a fait la réalisation de ce film, nous sommes arrivés à l'idée qu'il fallait exprimer l'idée de l'oubli et de la plante qui fait oublier son identité. Si on en fait une transposition moderne, il fallait l'exprimer par la fête. La fête. Finalement, celui qui a le mieux écrit là-dessus, un peu avant Houellebecq, c'est Philippe Muret. Philippe Muret, qui était cet essayiste des années 80-90, qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Festivus, et qui expliquait au travers des pages assez truculentes, très fortes, très prémonitoires, qu'il y avait une immense machine qui, non pas d'asservissement, enfin bien que lui était extrêmement critique. Ah oui, mais il était anti-fête. Hein, oui, il était anti-fête. Ah ouais. Une grande machine ça se voyait d'ailleurs quand vous le rencontriez. Ça se voyait. Ah, ça se voyait. Il portait l'anti-fête sur son visage. Oui, c'est vrai qu'il avait l'air du masque de la mélancolie. C'est ça. Oui, on ne le voyait pas sautiller dans une partie techno à Mykonos, certes. Et il disait que la fête était l'une des grandes modalités de la post-modernité et qui achevait le grand processus d'hébétude, d'uniformisation, d'aplatissement complet de l'individu, de l'être humain, au son du tam-tam électronique et dans les lasers, quoi. Mais c'était une mort vivante. Et alors nous sommes allés dans les boîtes de Mykonos, qui sont très impressionnantes. 5000 personnes qui dansent dans une fosse. Plus maintenant, le Covid a mis un ordre... Oui, la distanciation sociale ne s'accommode assez peu de la musique techno à Mykonos, je suis d'accord. C'était pas de la techno, d'ailleurs c'était l'électro. Et là, il y avait un grand frottis collectif absolument fascinant pendant toute la nuit, et tu as raison de le préciser, parfois ça dure 48 heures, les trans, les ondes gamma du cerveau qui se mettent en activité et qui permettent physiologiquement au corps de tenir pendant 48 heures. Et des substances, et du loto aussi. Là, alors il y a des lotos, voilà. Mais là le loto, ça n'est plus les substances qui sont sans doute consommées dans ces basses fosses de traversées de laser, c'est vraiment la musique elle-même, c'est la vibration, et j'en veux pour preuve que le DJ, le mec qui était aux manettes et qui pendant 48 heures balance ses sons, nous a dit... C'est fascinant parce que moi je vis une expérience de contrôle de la société qui est superbe. Je mets ma basse et j'ai 5000 personnes dont je contrôle les ondes du cerveau. Donc nous sommes tombés
vraiment au bon endroit. Ça n'était pas une plante, comme le dit Homère, mais c'était une musique qui permettait aux hommes d'oublier qui ils chant, étaient. ça aurait pu être les sirènes aussi. Là, tu aurais pu choisir aussi le chant des sirènes, mais qui est plus un chant de la connaissance. On en parlera tout à l'heure. Qui est mortel. Enfin, et qui est mortel. Qui est mortel. Enfin, tu me diras. Les drogues, certaines pas être... drogues aussi qui peuvent être trouvées sur ce genre d'île peuvent l'être. Non, je pensais au GHB. Tu sais, c'est la drogue, dite la drogue de l'oubli, qui aussi aurait pu. Ouais. Alors. D'ailleurs, tiens, c'est drôle, puisqu'on parlait de psychotropes, tu as dit quelque part, dans Le Point, tu lis dans ça, une des interviews, bah, je pense que quand un été avec Homer est sorti, tu m'avais dit ça, j'ai goûté lors de mes voyages à quelques psychotropes, ils ne m'ont jamais fait un effet de cinémascope, pareil à l'Iliade et l'Odyssée. Ça, c'est la question que je préfère, que je pose toujours, c'est d'ailleurs... comme ça un peu c'est un peu ma grille de lecture du monde. Plutôt Iliade ou Odyssée? Alors, moi, je suis plutôt Iliade. Je suis plutôt Iliade parce que ça a été pour moi... moi, j'aime les voyages. Et ce que j'aime dans le voyage, c'est quand je ne connais pas du tout l'endroit où je vais. Et je me sens très étranger à l'Iliade. Et voilà pourquoi je préfère m'avancer sur la plaine de Troie, en compagnie d'hommes dont je ne comprends pas très bien qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils veulent, plutôt que de naviguer avec quelqu'un qui m'est plus familier. Je préfère infiniment l'Iliade. Parce que l'Iliade, je pousse vraiment une porte et je tombe dans un vide que je ne comprends pas. L'Odyssée, c'est mon semblable, mon frère, Ulysse. Alors, et toi? Ah, moi, Iliade, totalement. Pour ces mêmes raisons? Non, pour le... Je trouve l'Odyssée plus... Alors, à la fois plus séduisante, mais plus facile. Plus moderne, oui. Plus facile. Le voyage du marin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très facile d'interpréter. Il y a eu des interprétations aussi sur l'Odyssée qui serait en fait le récit de quelqu'un, d'un homme traumatisé par la guerre. Donc, on a expliqué que le chant des sirènes, le fracas des armes entendu trop longtemps, qui se muait. Un post-traumatique syndrome. Ouais, il y a eu des thèses comme ça. Et puis c'est vrai que le mot, tu l'as dit tout à l'heure, ce mot d'Odyssée qui est un peu usé maintenant, un peu trop. Il est beau le mot d'Odyssée, mais on l'utilise tout le temps, quoi. Alors qu'Iliade reste encore vierge. Et puis l'Iliade, il y a quand même des pages comme le catalogue des vaisseaux qui sont à décrypter c'est absolument magnifique, mais c'est beaucoup plus dur, plus difficile à lire. Non, puis j'aime bien Hector. Ben voilà. En fait, l'Iliade donne la parole aux vaincus. Alors que l'Odyssée, au fond, c'est le camp des vainqueurs, quoi, qui parle, quoi. Voilà. Mais cette parenthèse, refermons-la. Aujourd'hui, on s'ennuie dans les débats ou dans les émissions. Il faut toujours trouver des décrypteurs, il faut toujours trouver des sociologues, Est-ce qu'au fond, on ferait pas mieux de convoquer à chaque fois Homère, parce qu'il y a tout, l'expérience de la guerre, du pouvoir, du couple, du merveilleux, tu l'as dit, de la transe, de la drogue, de la ruse, des classes sociales, des migrants. Il y a tout, en fait. Ou est-ce que c'est une tentation à laquelle finalement il faut refuser de céder, de sortir Homère à chaque fois pour expliquer le monde contemporain? On peut refuser de céder à la tentation du sociologue. Ça, j'y arrive assez bien. Ouais. Et du décrypteur, ouais. Et du pédagogue. Ouais. Et moi, je préfère le professeur. Et je préfère le littérateur au sociologue. Enfin, c'est-à-dire que je préfère celui qui pense que tout n'étant qu'un éternel retour, il suffit de lire un très vieux texte pour comprendre la modernité, plutôt qu'un expert qui considère que le monde étant né avec lui, le jour de sa naissance, et que l'an 0 date de sa première dent de lait, il sera le seul à comprendre les subtilités d'une époque qui a vu l'avènement de l'humanité qui n'existait pas avant lui. Ça, c'est la définition de l'expert et du sociologue. Peut-être pas de tous, évidemment, prenons des précautions d'usage. N'essentialisons pas. Voilà, ouais. Ne généralisons pas tout. Non, mais au fond, voilà. En gros, voilà, est-ce qu'il faut sortir Homère, c'est suffisant, finalement. La compréhension du monde, l'Iliade et l'Odyssée, c'est pas lourd, hein, petit bagage, ça permet de tout comprendre. Ça dépend ce qu'on veut en faire, mais oui, moi je pense que oui. Enfin, c'est un texte total qui aurait d'ailleurs pu être un point final à l'histoire de la littérature, car au fond, mais
prenons un exemple. Ce qui nous arrive là, je ne sais pas si vous êtes très au courant, mais il y a eu une espèce d'épidémie comme ça qui s'est emparée de l'humanité. C'est bizarre, on n'en parle pas, je trouve. On n'en parle pas. Les médias, non, mais toi, tu es un peu étouffe le truc. Toi, tu es informé, donc tu sais ces trucs-là. Moi, j'ai découvert ça en arrivant ce matin à Nancy, et en voyant que même ici, alors que je croyais que c'était une région pure et protégée de toutes les salissures du monde, même ici, nous n'étions pas indemnes. Est-ce qu'il y a une explication de ce que nous vivons dans l'Iliade et l'Odyssée? En tout cas, il y a un cheval de Troie, oui. Il y a la peste. Et il y a la peste. Il y a la peste, ouais. Bien sûr. Donc il y a peut-être... Non, mais il y a surtout une chose. Mais c'est Apollon c'est Apollon énervé qui envoie la peste parce qu'on a fait du mal à sa servante, sa prêtresse. Mais il y a surtout quelque chose qui correspond à ce que nous vivons, c'est qu'il y a un discours sur la mort, et sur la mort, et sur l'acceptation de la mort, et sur l'importance absolue de la jouissance de la vie quand elle se présente dans son plus infime chatoiement. Et là, nous revenons à cette question qui est en train finalement de nous écraser, et c'est la raison pour laquelle nous l'évacuons, derrière toutes les autres questions plus techniques et les questions de logistique immédiates, et qui est la question de faut-il préférer la santé à la vie. Mais ça, Homère répond, enfin par la bouche d'Achille, qui regrette de ne pas avoir davantage joui des petites, des menues facettes du chatoiement comme ça quotidien de la vie. Enfin, peut-être faisons-nous cette erreur. C'est l'intendance des menus plaisirs. Ouais. Sous Louis XVI, il y avait un type à la cour du roi qui était l'intendant des menus plaisirs du roi. Alors, et en fait, alors, tout le monde rigole parce qu'on se dit c'est bien joli d'organiser la Commedia dell'arte dans les Tivoli et les jardins du roi. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est l'importance de la vie. C'est les détails, c'est ça une vie. C'est une accumulation de petits moments merveilleux qui auront fait la substance de la vie. Et voilà ce à quoi nous sommes en train de renoncer au nom d'un espèce de truc abstrait qui s'appelle la santé. Voilà. Et le menu, plaisir, menu, elle est assez bien avec menuet. Parce que c'était aussi le temps du menuet. Alors, Achille, quand même, puisque tu reviens sur ce passage-là, effectivement, c'est l'épisode, c'est au chant 11 de l'Odyssée, quand Ulysse donc va chez les morts, ce qu'on appelle la Nécuia. Achille, j'avais préparé une question là-dessus. Alors c'est drôle, tu y as répondu, mais un petit peu. Effectivement, il rencontre Achille, qui est le plus grand héros de l'Antiquité. Il lui dit mais c'est formidable, de ton vivant, les Grecs t'honoraient comme un dieu, et puis là, en enfer, tu règnes sur les morts, quoi. Mais Achille, c'est pas exactement la jouissance, justement, la vie. Et c'est là-dessus que je voudrais t'interroger, parce qu'Achille dit: n'essaie pas de me consoler de la mort, illustre Ulysse, j'aimerais mieux vivre et servir un pauvre paysan pouvant à peine se nourrir que régner sur tous les morts qui ne sont plus. Il y a quand même un refus. Enfin, c'est étonnant parce qu'on est dans le cadre d'une épopée, et Achille dit en fait l'épopée, ça sert à rien en fait. Il vaut mieux être dans son jardin, voilà. L'héroïsme ne sert à rien. Il vaut mieux être sur sa terre à servir un pauvre paysan. C'est-à-dire que même pas être le paysan, être celui qui sert le paysan qui ne peut pas se nourrir. C'est-à-dire vraiment l'éloge non pas du menu plaisir, mais de la vie ordinaire. Mais très ordinaire. Or toi qui justement as choisi de vivre une vie extraordinaire, c'est-à-dire pas de travail, pas d'employeur, enfin d'être ton propre, pas d'enfant, ça c'est un des menus plaisirs de la vie. Enfin, menu. Ah bon ? Voilà. C'est pas menu. C'est pas menu. Ça dure plus que soi. Exactement. Non, mais pas d'enfant. C'est vrai, t'as choisi ça. C'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est ordinaire d'avoir des enfants ? Je sais pas. Tu vois, je crois pas à l'obligation plus d'en avoir. Mais en tout cas, tu es plus sur le modèle Achille vivant que ce que dit Achille mort. Mais cet éloge d'une vie comme ça, ancrée au même... c'est ça qu'il dit, Achille. À Ulysse qui, justement, doit rentrer chez lui. Vaut mieux être chez soi, humble, une vie humble, en fait. Oui, mais moi, ce que j'ai compris, peut-être à tort... Ah non, on interprète toujours. Dans ce chant de la descente aux enfers d'Ulysse, c'est que Achille, précisément, semble... signifier à Ulysse que la vie ordinaire, la vie organique, fût-elle au plus bas échelon des modalités de
de variété, de divertissement, de magnificence est plus importante que la gloire posthume. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De la gloire de son vivant. Et même que de la gloire de son vivant. Ça t'étonne pas, cette leçon plus que d'humilité de la part du plus grand des héros grecs? Mais c'est là où je vois que si on fait une hiérarchie, si on fait une gradation des degrés d'intensité auxquels se place une existence, c'est ça que j'appelle les menus plaisirs. C'est le chatoiement organique immédiat de la vie, c'est-à-dire le rayon du soleil, le vent dans les cheveux, l'étanchement de la soif avec un verre d'eau, enfin tous ces trucs-là. C'est extrêmement ordinaire et banal de dire ça, mais on le comprend bien. Ça a été tellement merveilleusement décrit par cette phrase où le plus grand guerrier, le plus connu, le plus admiré, finalement préférait continuer à sentir la caresse du vent sur sa peau plutôt que de régner sur la mémoire. Car c'est ça en fait d'ailleurs, c'était la grande ambition des Grecs de ne pas être oublié, de passer à la mémoire. Et soudain, l'un d'eux, celui qui a acquis, qui est passé dans l'immortalité par les grâces de la mémoire, regrette la vie simple. Qu'il n'a même pas osé vivre. Qu'il n'a même pas osé vivre. Jamais eu. Qui c'est Ulysse qui c'est ou que c'est Ulysse pour toi, personnage? Pour moi, c'est la ratatouille qui procède de la tentative de décrire l'homme de manière cubiste. C'est-à-dire, on prend un homme et au lieu de faire de ce portrait la définition d'une caractéristique singulière de l'homme, avec un trait de personnalité, une origine socioculturelle, eh bien, on met tout. On prend tout. C'est un embrassement absolu, c'est une espèce d'inventaire total de toutes les facettes de l'homme, et on en fait un golem, une espèce de figure archétypique qui s'appelle Ulysse, et qui va permettre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle chacun s'y retrouve, et ça dure depuis 2500 ans. Pour moi, c'est ça, c'est une boule disco, dont chaque facette représenterait une caractéristique singulière de ce que peut être un homme à un moment donné de sa vie. Eh bien, Ulysse l'incarne, selon le moment où on le saisit. Alors, Platon, par exemple, n'aimait pas beaucoup Ulysse. Les sophistes n'aimaient pas Ulysse. Virgile était très sévère avec Ulysse. Il le présentait comme un chef absolument cruel, puisque Virgile parlait aussi du côté de ceux qui avaient perdu. Donc, évidemment, Ulysse était celui qui les avait fait perdre avec son cheval de Troie. Est-ce que tu le trouves? La scène du palais. Et la scène du palais, horrible de cruauté. Oui, ouais. Il faut d'ailleurs prévenir les gens qui nomment Laurent, parce que toi, bon, Hector, je comprends que des parents pleins de tendresse pour leur progéniture donnent à un enfant le prénom du héros qui est un des seuls dans l'Iliade à intégrer la douceur. Alors ça, d'accord. Mais Ulysse, c'est incroyable. On voit des petits bambins poussés dans des poussettes. Et alors les parents pensent que c'est merveilleux. Il fera du canot pneumatique. On l'a appelé Ulysse. Voilà. Il va être adorable et tout. Mais en fait, c'est affreux. C'est Rambo, mais doublé de Bachar el-Assad. C'est ça. Il pend à des crocs de boucher les servantes qui l'ont trahi. Parce que pire que les gens qui tondaient les femmes. Ah oui, la scène des prétendants, c'est terrible. La scène des prétendants. Oui, parce qu'on l'oublie. Il tue pas seulement les prétendants, mais les servantes qui ne faisaient qu'obéir à des tyrans, et c'était ça où elles étaient virées et tuées peut-être. Effectivement, il les tue, il les bute tout le monde en fait. Pour uniquement récupérer son bien. Voilà. Non, alors et sa cave, parce qu'on vidait sa cave. Ça, Télémaque est assez choqué par ça. Ils boivent le vin de son père, et ça se fait pas. Donc attention à l'attribution des noms. On n'appelle pas son enfant Bachar. Non. Enfin, sauf dans certains endroits. Enfin, si t'es alaouite, tu peux. Voilà. Et Asma est un prénom très. Il y a un très bon article sur Asma el-Assad dans Le Point. Comment la douce Asma el-Assad s'est transformée en prédatrice absolue. Voilà. Mais lui était opticien, tu sais. Il a fait des études à Londres pour devenir spécialiste de la vue. Mais enfin bref, ça c'était une autre parenthèse. Mais alors Ulysse, écoute, finalement tu es du même avis que moi parce que c'est un salopard, quoi. Ulysse aux 1000 ruses, mais c'est le faux derche, le faux cul qui ment à tout le monde quand il voit la petite Nausicaa qui lui dit: es-tu déesse ou mortelle? Je veux dire, le compliment, voilà.
est-ce qu'un homme vous dit tu es une déesse? Pour moi, je veux dire, c'est forcément, je veux dire, il exagère forcément, toujours. Il veut vous séduire. Voilà. Méfiez-vous, oui. Voilà. Pour parler un peu pour parler un peu justement des sirènes, un peu de la technologie. Alors c'est vrai qu'on peut voir dans les sirènes d'Ulysse, ou plutôt dans les GAFA, dans Google, une sorte de nouvelles sirènes d'aujourd'hui. Tu es souvent et de plus en plus en bataille contre la technologie, contre le digital. Pour toi, c'est pas un progrès? Ben si, c'est un progrès, mais c'est justement pour ça que je suis en bataille contre ce chapitre de plus qui est écrit dans la longue histoire du recul de l'homme devant la technique. Je crois qu'il y a un agenouillement devant la technique. Enfin, ça, c'est une vieille histoire qui date peut-être des métiers à tisser du début du 19e siècle. Certains disent que la grande rupture, ça a été au moment où on est passé à la pierre polie, après la pierre taillée. Enfin, il y aura toujours comme ça des voix sarcastiques pour expliquer que toutes les époques ont eu leur innovation technique, et donc, parallèlement, toutes les époques ont eu leur critique qui ne voulait pas de ces progressions, de ces marches d'escalier qui étaient montées vers le grand salut de l'humanité. Moi, je n'y crois pas, parce que je ne crois pas que ce soit une innovation. Je crois que c'est une transformation profonde de l'aventure humaine. Mais profonde, ce n'est pas ni la roue, ni l'imprimerie, ni même la pierre taillée. C'est autre chose. C'est un remplacement de cette chose merveilleuse qui s'est appelée le néocortex par quelque chose d'autre. C'est peut-être très bien. C'est peut-être très bien, mais ce que je n'aime pas, c'est le discours. C'est le discours qui fait un peu trop l'économie de l'immensité du basculement que nous sommes en train de vivre depuis je ne sais pas combien, 30, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quand il faut dater l'année zéro de la mutation cybernétique, mettons en gros les années 80, ce moment où tout à coup nous allons peu à peu vers une mise à disposition totale, non pas seulement de notre cerveau, mais de nos comportements, de notre être, mise à disposition à l'égard d'une machinerie, d'un algorithme, d'une puce. Voilà. Alors, bon, une fois qu'on a dit... Là, tu parles des puces, de traçage... mais de tout, je parle de tout ce qui fait que Elon Musk est en train de tester. Oui, mais pas seulement. Je parle pas seulement de ça. Je parle de la décision que nous allons, à un moment, délocaliser ce qui nous appartient à nous autres, les hommes, et qui est la pensée, l'intelligence, la sensibilité, que nous n'aurons plus de sens de l'orientation parce qu'il y a le GPS, que ça n'est plus la peine d'avoir de la mémoire parce qu'il y a Wikipédia, que nous pouvons nous épargner d'avoir un œil artistique parce qu'il y a les machins qui font le recadrage pour vous. Enfin, toute cette espèce de démission, tout ça est très banal parce que vous en avez entendu déjà des vieux cons comme ça qui étaient là à dire ce que nous vivons là est monstrueux. Moi, je n'ai aucun appétit pour la conversation de l'homme et la conversation entre l'homme et la machine. J'aime tellement ce qui peut provenir parfois de la fantaisie, du mystère humain, du génie humain, de la lumière intérieure, humaine, enfin intellectuelle, ou de la sensibilité. Enfin l'art, par exemple, que je ne m'intéresse pas à la conversation née de la rencontre entre un homme et une machine. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est l'éternelle petite musique du vieux con, on l'a entendu au moment de l'invention de la radio, au moment de l'invention de la presse de Gutenberg. Certes, je veux bien prendre les précautions d'usage, je veux bien dire que j'ai tort, mais ce que je veux surtout pas, c'est être connecté. Je crois que, d'ailleurs, moi, si j'étais là devant ce soir, devant la Silicon Valley, devant des directeurs des ressources humaines, des GAFA, je leur dirais, allez tous vous faire connecter. D'ailleurs, tu sais qu'ils mettent leurs enfants dans des écoles. Ces mêmes personnes qui fabriquent justement ces machines ultra connectées et totalement addictives mettent leurs enfants dans des écoles déconnectées, justement. Alors c'est drôle. Non, mais si je peux me permettre, j'ouvre une petite parenthèse. Ah bah oui. Tu n'as qu'à pas écouter. Permets-toi, tu n'as qu'à pas écouter parce que je parlais de toi, mais j'ai lu, moi, le Croire au merveilleux, qui est un roman que tu as publié en 2017 chez Gallimard, Croire au merveilleux, qui est une espèce de fable qui transpose le Panthéon, l'Olympe dans la vie moderne d'aujourd'hui. Et tout à coup, une porte s'ouvre, un feuilletage spatio-temporel se déchire et nous rentrons dans le monde des dieux, mais qui ont l'apparence des hommes d'aujourd'hui. Et tu émets là l'idée que les sirènes
d'Ulysse, qui ne sont pas du tout des êtres aquatiques. Ça, c'est les traditions postérieures, romaines, puis ensuite romantiques, qui ont fait des sirènes, des créatures aquatiques. Dans Homère, il n'y a pas du tout de petites Scandinaves en bikini qui débarquent sur les bateaux. Non, ce sont des oiseaux comme ça, enfin des êtres, des créatures ailées à tête de femme, quand même. À tête de femme, et qui surveillent les marins, et s'ils entendent leur chant, ils meurent, et elles connaissent toute leur vie. Et dans le roman, je me suis beaucoup inspiré de ta théorie, dont je n'avais jusqu'alors jamais vu la mention, mais précisément d'ailleurs parce que c'est une analogie qui repose sur un terme tout à fait nouveau. Et tu fais l'analogie entre les sirènes qui font leur danse de vautour au-dessus des marins et les GAFA, c'est-à-dire des satellites qui surveillent les hommes, qui connaissent tout d'eux. C'est le grand espionnage incroyable de notre vie auquel nous nous soumettons. Enfin, espionnage volontaire. Hein. Espionnage volontaire. On donne tout ça. Mais comment voulez-vous qu'une société qui passe sa vie devant un écran n'accepte pas si facilement de la passer derrière un masque? Tout le monde s'étonne de la soumission tellement facilement acceptée d'une population à des autorités qui mènent aujourd'hui. Maintenant, on le voit, on le sait. L'administration mène un combat contre le réel, puisque le réel, la réalité que nous oublions, nous dit que nous ne mourrons pas de ces petits chikungunya planétaires. Nous n'en mourrons plus, c'est fini. Il a rendu les armes, et l'administration mène une sorte de fantastique combat contre le réel que nous acceptons. Mais quelle différence y a-t-il entre un écran et un masque? C'est simplement l'un devant lequel on est, et puis soudain on se trouve derrière. Alors voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que ça m'a beaucoup intéressé, cette analogie entre les grandes multinationales de la cybernétique et les sirènes, qui sont en fait, dans le chant d'Homère, des êtres profondément néfastes, parce qu'elles instaurent le règne de la fin de la liberté, c'est-à-dire de la transparence absolue. Vos vies sont archivées, vos vies sont scrutées, vos vies sont connues. Vous n'avez plus cette merveilleuse trésor de l'homme qui est l'intimité. Nous savons tout de vous. C'est d'ailleurs textuellement ce qu'elles disent. Elles disent, oui. Nous connaissons tout de votre vie. Ouais. Et donc voilà, tu brosses comme ça, tu jettes une comparaison, un pont de singe entre ces sirènes et ces grands algorithmes qui nous regardent. Alors moi, il y a un truc qui m'a... Oui, elles disent, nous savons tout ce qui a été et tout ce qui adviendra, effectivement. Et en fait, elles disent qu'elles le savent et qu'elles peuvent te donner ce savoir. Mais qui voudrait savoir ce qui va nous arriver? Personne, à moins d'être fou. Non, il y a une chose qui m'a troublé, justement, chez nos chers Grecs, c'est que j'avais oublié que, justement, dans l'Odyssée... dans l'Iliade, il y a un passage où on voit, c'est justement sur la technologie. En fait, les Grecs avaient déjà inventé cette idée d'une technologie qui nous faciliterait la vie. Héphaïstos, il a des servantes automates qui l'aident, etc., qui sont des femmes, voilà. Et dans l'histoire des Argonautes, de Jason et des Argonautes, il y a un géant fabriqué par Héphaïstos qui s'appelle Talos, qui est une sorte de géant automatisé aussi, et qui peut faire le tour de la Crète en quelques heures, alors que normalement, pour surveiller justement la Crète, donc c'est une sorte de super drone avant la lettre. Et ça m'a un peu... j'ai pas encore terminé ma réflexion là-dessus, parce que je me dis qu'au fond il y a l'idée que pour être véritablement un dieu, qu'un dieu produit des automates. Et je me dis au fond, finalement, est-ce qu'on n'a pas peur? Est-ce que finalement ce refus de la technologie n'est pas aussi un refus de vivre comme des dieux? D'ailleurs, la Silicon Valley, tu parlais de ces grands... Ils travaillent sur quoi aujourd'hui? Sur l'immortalité. Donc en fait, on retrouve... Et la leçon d'Ulysse, d'ailleurs, elle est belle. C'est-à-dire, n'allez pas, je refuse l'immortalité, vaut mieux mourir avec celle qu'on aime, dans ce lit d'olivier, etc. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée dans ces textes grecs qu'au fond, le véritable âge d'or, la véritable accession à la divinité, c'est de maîtriser justement ces machines, etc. Et que c'est bien d'avoir des machines parce que ça aide, parce que ça évite de mettre des hommes tout autour de la crête, parce qu'on a ce géant qui fait le tour beaucoup plus vite. Donc ça facilite les choses, ça facilite les tâches, on gagne du temps. Est-ce que c'est pas ça l'âge d'or? Tu vois, c'est mes réflexions aujourd'hui.
Peut-être sur la limitation, c'est peut-être ça l'Odyssée au fond, c'est le poème de la limite. Tout à coup, un homme à qui on propose l'illimité veut revenir dans le défini, le borné et le limité. Je veux mourir, je veux que ce soit la même femme, je veux retrouver mon île que je connais, avec mon père qui m'a fait naître, et mon île est sainte. Et mon fils, tu oublies. Et mon fils. Et mon île est circonscrite, et je veux replanter des arbres qui ont des racines, qui ont des feuilles et qui mourront. On est donc dans le poème de la limitation. Les petits démiurges, laborantins frankensteiniens de la Silicon Valley, comme le docteur Alexandre, qui militent pour l'homme millénaire, et qui ne se rendent pas compte que tous les petits problèmes que nous avons dans l'intervalle de nos vies de 80 ans seront non seulement reportés, mais décuplés dans l'intervalle des 1000 ans, avec des espèces d'abrutis, de vieux beaux de 800 ans qui s'habilleront comme quand ils avaient 200, des pédophiles qui sortiront avec des femmes de 90 ans tout juste sorties de ce qui est aujourd'hui des EHPAD. Enfin, c'est toute l'horreur de la misère humaine et de l'absurdité de ces existences se reportera, mais étirée et décuplée par l'effet des proportions. Alors après, sur les robots, bien sûr que Héphaïstos, en fait, ça ne sont que des serviteurs qui lui facilite la vie. Et bien sûr que c'est agréable d'avoir une automobile et que grâce à l'eau courante, on n'est pas obligé d'aller chercher l'eau dans le puits. Mais c'est justement pas ça le projet de l'Internet. Enfin, comment on appelle ça, de la mutation digitale. C'est autre chose. Ça n'est pas une amélioration de l'innovation. C'est un dispositif. C'est Giorgio Agamben, le philosophe italien, qui explique très bien la différence qu'il y a entre l'invention de la machine à vapeur, qui est un instrument technique, et l'invention d'une innovation technologique dont le but n'est pas uniquement d'apporter son concours à l'effort humain. Ça, ce sont les robots d'Héphaïstos. Ouais. Non, l'Internet, c'est un projet qui vise à la réécriture du poème initial. Le poème initial, c'est que nous sommes des hommes, nous avons à notre disposition un monde réel dont nous pouvons faire usage avec ce qui nous a été octroyé lorsque nous nous sommes redressés dans la savane, et qui s'appelle le néocortex. Et ça a donné des choses qui étaient formidables. Le projet cybernétique dit, nous allons réécrire ce poème, le repenser, le changer, et le développer. Donc on ne peut pas dire, c'est pas pareil qu'un marteau. Oui, changer de monde même. Et vous inventez un monde qui n'est plus réel. C'est pas pareil qu'un marteau. D'abord, avec Internet, on ne plante pas un clou, comme disait... Matthew B. Crawford, dans un très beau petit livre qui s'appelle L'éloge du carburateur, où il revient à l'intelligence de la main. L'intelligence de la main. Matthew B. Crawford était un homme qui dirigeait un think tank américain de marketing managérial visant à vendre à des gens qui n'en ont pas besoin des espèces de nouvelles dispositions cybernétiques tout à fait inutiles. Ça, c'était le marketing Internet. Et puis tout à coup, il en a eu assez. Il s'est rendu compte qu'il faisait fausse route et il est revenu à sa première passion qui était la mécanique. Et il a écrit dans L'éloge du carburateur une très jolie fable philosophique qui est de comparaison entre cette intelligence artificielle et l'intelligence de la main. Et il concluait en disant il y a beaucoup plus d'intelligence dans un garage où 4 garagistes essaient de comprendre pourquoi un cylindre ne marche plus, plutôt que dans une salle de la Silicon Valley où on essaie d'inventer des applications sur un téléphone portable qui nous permettent de déformer notre visage en rigolant un peu. Alors c'est un très beau livre et ça revient à cette idée-là que nous n'assistons pas à une mise à disposition de nous-mêmes d'un arsenal d'outils. Ça serait formidable. Mais on n'est pas en train de nous proposer des couteaux suisses. On est en train de nous proposer de cesser d'être ce que nous avons été et d'être quelque chose d'autre, une autre humanité. L'homme augmenté. L'homme augmenté. Voilà. Alors c'est peut-être qui est un homme diminué pour toi. Bah pour moi oui, ouais. Oui bien sûr. Ouais. Moi j'ai 1000 fois plus d'admiration pour un guide de montagne qui dans la tempête est capable, à cause d'un sentiment animal, d'un instinct, d'une connaissance, d'une compétence, d'une réflexion et d'un peu de chance, qui est capable de se sortir du mauvais pas et d'éviter la sanction de la mort, plutôt que d'un algorithme qui me dit où aller pour que je puisse continuer à vivre jusqu'à 1000 ans.
Voilà. D'ailleurs, Ulysse, s'il avait eu des applications, etc., aurait évité peut-être l'île de Circé. En fait, c'est un éloge du hasard aussi, l'Odyssée. De l'imprévu. Il y a les dieux qui règnent quand même, mais qui laissent une part de hasard totalement aux hommes, justement. Et qui permet la littérature. Et qui permet Parce que s'il y avait eu le GPS de Troie à Ithaque ou pour Énée de Troie à Rome, il n'y aurait eu ni l'Odyssée ni l'Énéide. Alors heureusement, il y a l'aventure, il y a l'imprévu et il y a le grand précipice au bout. Et justement, tu souffres pas, pour terminer, de cette idée de toi qui aimes les espaces, alors est-ce qu'il y a encore des espaces d'ailleurs inviolés ou inconnus, cette GPSisation du monde en fait, même l'Amazonie, on la survole assez bien avec un GPS, de voir, trouver en agrandissant, etc. C'est-à-dire que les satellites nous permettent aussi de voir la moindre parcelle de cette terre chérie. La GPSisation du monde, pour quelqu'un qui est un écrivain, voyageur, aventurier, on dit parfois, est-ce que, tu parlais de limite, est-ce que le temps de la limite à l'aventure n'est pas advenu à cause de ces outils? C'est-à-dire que ce dont le mot que nous avons évoqué à l'instant et qui est la substance même de l'aventure, c'est-à-dire le jaillissement, la survenue de ce qui n'était pas attendu et de l'imprévu, moi je l'ai vécu physiquement il y a 2 ans et l'année dernière quand je suis retourné sur les lieux de ce que je vais vous raconter rapidement. Je l'ai vécu en allant au Tibet avec un photographe pour aller voir un animal qui est très difficile à apercevoir, qui s'appelle la panthère des neiges, la panthère qui vit dans des altitudes à 4000 mètres d'altitude. Et ce photographe, qui est un très bon ami, qui s'appelle Munier, il me disait rien n'est garanti. Il est possible que nous passions 2 jours par moins 30 à regarder et il n'y aura rien. Et tout d'un coup, quelque chose apparaît. Or, la GPisation du monde, comme on pourrait dire, ou je sais pas comment on pourrait dire, l'algorithmisation du monde, commanderait que apparaissent, grâce à toute l'élaboration de calculs sophistiqués, apparaisse l'objet de mon désir au moment où je le veux. C'est d'ailleurs le projet d'Internet. Tout de suite, tout ce que je veux tout de suite, tout à la portée de ma main. Car l'appareil, le portable, c'est le foudre de Zeus. Tout de suite, donc rien jamais. Rien jamais. Voilà. Et le fait que la panthère, c'est pour ça que c'était un voyage hautement spirituel, le fait qu'elle puisse ne pas apparaître, rendait évidemment son apparition imprévue au moment où on s'attendait le moins, et sans qu'on l'ait vu survenir, c'est très banal ce que je dis, mais lui conférait évidemment une essence particulièrement forte. Il y avait un rapport proportionnel entre l'hypothèse qu'elle ne vint jamais et la joie profonde, la secousse, le tressaillement qu'on éprouvait lorsqu'elle était là. Alors que l'Internet, moi j'aime pas Internet parce que ça tient sa promesse. Oui. Eh bien voilà, c'est pas mal. Alors Sylvain, donc es-tu d'accord pour aller rencontrer voilà, ces gens qui sont venus pour toi dans un autre endroit? On va se déplacer vraiment. Non mais merci. D'abord, il faut dire merci beaucoup. Peut-être peut-on le dire, et merci au Point, et merci à la ville de Nancy, et merci à vous parce que vous n'avez pas succombé à ce deuxième contre-coup du virus qui est la peur, qui est la morphinisation intellectuelle, culturelle, spirituelle, qui fait qu'on ne veut plus sortir de chez soi et venir en groupe, aller assister à des spectacles vivants. Enfin là, c'est pas tout à fait un spectacle vivant. Oh si, t'étais assez vivant. On va pas très bien. T'étais assez vivant, enfin. Ouais, parce que, si vous voulez, le théâtre, le théâtre, c'est des gens qui crachent sur des gens qui dorment. C'est ça le théâtre. Alors, eh ben, franchement, merci de ne pas avoir eu peur de venir dormir pendant qu'on crachait. Non mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un des seuls festivals qui se tiennent. Alors, tout est respecté, hein, non, parce que faut quand même rendre hommage. Enfin, la distanciation, sanitairement, c'est clean, quoi. Enfin, tout a été fait pour que ça soit pas une expérience dangereuse, voilà. Même si parfois on aimerait, hein, voilà. Nous n'avons rien contre les faux sapurins. Voilà. Bon, bah, faut que tu ailles signer maintenant, hein, voilà. Donc, merci à vous et bravo.